Nicolas, un très, très, très grand merci de nous rejoindre pour ce 15e épisode dans la tête d'un pro en Silicon Valley. Merci Julien. Nicolas, donc, avec toi, on va aborder pour la première fois dans cette série le thème du CMO, qui, je pense, aux États-Unis est particulièrement intéressant à deux niveaux. Le premier, c'est au niveau tech stack, donc nous aider à comprendre quels sont aujourd'hui les outils que tu utilises pour atteindre tes fins. Et en termes d'objectifs, c'est quoi la fonction CMO dans une startup type Seed, série A, série B, B+, comprendre un petit peu ce qu'il faut en attendre. Mais avant de démarrer, si tu veux prendre quelques secondes pour te présenter. Donc Nicolas Draca, donc français. J'ai déménagé dans la baie il y a 13 ans en arrivant de Strasbourg suite au rachat d'une start-up que j'avais cofondée avec un ami dans le monde de l'infrastructure. On a été racheté, on a déplacé toute la société ici. J'ai eu la chance de travailler dans une société qui s'appelle Infoblox, c'est la société qui nous a racheté, de passer du temps à LinkedIn, où nous avons passé du temps ensemble, à scaler et à faire de la growth, de l'hyper-growth pendant 5 ans. Ça a été une expérience formidable. Passer du temps à Twilio et aujourd'hui, je suis à Tassien, où je suis CMO, qui est une société de sécurité d'email. Excellent. CMO, c'est quoi? CMO, alors ça a beaucoup changé récemment. Le marketing est passé du monde de la création, l'art, au monde de la science. Donc, ça a toujours été une balance entre les deux. Mais maintenant, avec les technologies qui sont disponibles, et on en parlera plus tard, la science est en train de prendre le dessus sur la partie création. Il faut toujours pouvoir faire les deux, bien entendu, mais c'est très science-driven. OK. Quand tu réfléchis à propos du rôle du marketing, au cœur, c'est d'être capable, je pense, d'orchestrer la life cycle, le cycle de la vie, que ce soit un très bon life cycle des clients et des prospects. Et ça veut dire quoi? C'est être capable à tout moment d'exécuter sur la bonne persona, right persona, donc l'acheteur, le buyer, le type de société à qui tu vas vendre, au bon moment, sachant que ça soit un client, que ça soit un prospect, c'est-à-dire qu'ils te connaissent, ou un suspect, il ne sait pas du tout ce que tu fais et a besoin d'être éduqué, avec le bon contenu. Et le bon contenu, ça peut être des blog posts, ça peut être des vidéos, ça peut être des documents plus techniques, genre datasheet, white paper, et avec le bon channel. Donc, un channel, ça va être l'email, une discussion entre un commercial et la personne, ça va être tout ce qui est réseaux sociaux, ça va être le site web. Le plus important, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est guidé par les acheteurs, c'est de mettre l'acheteur, le client au centre de toutes ces discussions et d'être sûr d'être relevant dans toutes ces discussions. Aujourd'hui, l'acheteur est en charge de la discussion et a capacité, avant de s'engager avec une marque, un produit ou une solution, de découvrir énormément d'informations en ligne ou d'être capable, qui va être un des premiers réflexes, de parler à ses amis ou à son réseau professionnel par rapport aux problématiques qu'il a pour comprendre comment d'autres personnes ont ce problème et après décider d'engager avec une marque. Alors, tu as parlé de multidimension. Oui. Est-ce que tu pourrais nous aider à comprendre dans le rôle de CMO, quelles sont les priorités? Il n'y a pas de vrai ou de faux. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une manière de le faire. La manière la plus importante, j'ai la chance de discuter via l'écosystème qu'il y a ici avec énormément de CEO de startups françaises ou américaines. Et la première question que je pose tout le temps dans ces discussions à propos du marketing, c'est OK, on va le faire dans l'autre sens. Quelles sont vos top 3 priorités? On se parle dans un an, on a la même discussion en parlant du marketing. Qu'est-ce que vous souhaitez que votre leader marketing ait accompli? Et c'est très, très important parce que ça va être la base de la manière dont vous allez embaucher et penser à votre équipe marketing et la manière dont vous allez mesurer le succès. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, on va vite comprendre si on a besoin d'un des deux profils, un profil à dominance product marketing ou un profil à dominance demand gen, pipeline. Et même si les choses changent et évoluent, ce qui arrive énormément dans le monde des startups, et dire pour l'instant, pour les 2 ans à venir, j'aurai besoin de ça et après, ça peut changer. C'est OK. Le practice de marketing est tellement complexe aujourd'hui. Il faut que tu sois capable de travailler sur positioning, messaging, comprendre les concurrents. Tu vas être capable aussi de capturer toutes les demandes des clients pour informer la partie produit.
Tu dois être capable de travailler sur tout ce qui est génération de pipeline en travaillant de manière très proche avec les account execs, donc les équipes de vente, customer success. Tu vas aussi devoir travailler sur ta brand, sur ton share of voice, en travaillant directement avec le CEO, que spécialement quand tu es dans une startup, essayer de trouver quelqu'un qui sait faire tout ça, c'est comme regarder pour une licorne. Ça n'existe pas. Un truc que j'ai vu plusieurs fois, c'est que les gens fondaient brand and positioning. Et il y a eu quelques erreurs, je pense récemment, où j'ai eu des discussions où les personnes disent ah oui, il faut que j'embauche quelqu'un qui vient du monde de la brand. J'ai un problème de brand. Et très souvent, ce n'était pas un problème de brand, c'était un problème de positioning. Il est très, très rare que à early stage, tu vas commencer à embaucher quelqu'un qui soit lead au niveau brand. Sauf si, bien entendu, tu as un play consumer qui est très, très gros et tu gères des millions de personnes sur ta plateforme. Après, la prochaine question que j'ai à chaque fois, c'est OK, et comment je vais trouver ces personnes et comment je dois les assess, comment je vais, pendant l'interview, comprendre que c'est le bon fit par rapport à ce que je cherche. Et là, les discussions vont aller plutôt en expliquant le type d'expérience que ces personnes ont. Donc, très souvent, c'est essayer de comprendre quel est le type d'industrie ou d'autres sociétés tu souhaiterais que la personne ait eu de l'expérience dans ces sociétés, juste pour être très targeté sur le choix de ton profil. Et après, ça va être le type de skills que tu vas rechercher. Il y en a une sur laquelle je pousse tout le temps, qui est en plus d'être sûr que la personne puisse faire son job, la passion. La passion est un grand sujet sur deux dimensions. La première dimension, c'est la passion de la mission que la société a. C'est très, très important. Du moins, ici, dans la vallée, c'est quelque chose de super important. Et mission et une empathie envers les acheteurs qui vont acheter. Tu veux résoudre quelque chose, en fait, qui va permettre aux gens, quand ils réfléchissent, ton produit, à la fin, va résoudre pour professional happiness. La deuxième partie sur la passion qui est très importante, c'est dans le monde du marketing aujourd'hui, les choses que tu as faites il y a 6 mois et qui ne marchent pas, ça ne veut pas dire si tu les réessayes aujourd'hui, elles ne vont pas marcher. Et donc, il faut avoir cette passion qui met l'ego de côté pour apprendre à fail de manière rapide et objective et être capable de rebondir et de se réinventer. Par exemple, on passe 20% de notre temps à faire des expériences. Si tu ne crées pas cette safe zone où tu peux essayer des choses sur des nouveaux réseaux, par exemple, là récemment avec mes équipes, on est en train d'expérimenter sur LinkedIn Live. Quand je discute et j'explique pas que c'est une expérience, les gens vont être assez stressés sur la manière de faire ça parce que tu touches beaucoup de monde très très rapidement, tu touches tous tes followers et la pression va empêcher la créativité. Et tu veux libérer la créativité en enlevant cette pression, en disant écoutez, il n'y a pas de problème, on va appeler ça une expérience. Vous allez pousser ça au maximum et essayer tout ce qui est possible. Le plus important, c'est vous réfléchissez à votre plan d'action quand vous le mettez en place. Numéro 2, on veut avoir des learnings, on veut apprendre quelque chose. Et ce point-là, je pense, spécialement dans le monde des startups et de manière générale dans le monde du marketing, est très, 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 très important. Et j'invite les gens à regarder et à travailler sur je vais appeler ça le muscle de la curiosité. C'est demander à ces candidats soit quelles sont les expériences qu'ils ont fait récemment et spécialement parler des choses qui ne marchent pas. C'est des grandes questions ici, c'est dire ouais, parle-nous de quelque chose qui ne marche pas. Quelquefois, les candidats sont un peu surpris en France, j'ai l'impression, et ne comprennent pas qu'on veuille discuter de quelque chose qui ne marche pas. Et en fait, l'idée, c'est pas de dire ah, ça marche pas, c'est tout pourri, on va passer à autre chose. C'est d'essayer de comprendre comment la personne a réfléchi et comment la personne a appris de cette erreur. Ce qui est la partie la plus importante de la discussion. Le deuxième sujet, c'est toute la curiosité sur des choses qu'ils auraient vues en ligne, que ce soit des emails qu'ils ont reçus ou des stratégies digitales qui ont été mises où ça les a travaillés en regardant ça en se disant mais qu'a pensé le marketeur derrière, qu'a pensé la marque derrière et comment je peux réutiliser ça dans mon monde. Quoi que tu veuilles faire, la manière de penser aux choses, c'est quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Okay? Ce que tu veux, c'est comprendre qui l'a déjà fait sur un sujet précis, apprendre, donc, et il ne faut pas hésiter à contacter les gens, apprendre ce qu'ils ont fait et essayer de le faire mieux. Et j'invite mes équipes tout le temps à faire ça. Une fois qu'on a un nouveau projet, je dis, OK, ce projet est intéressant, qui l'a déjà fait
Je vais aider à faire des introductions s'il faut. Je vais les pousser à pigner des gens à droite à gauche en disant mais essayez de leur parler, là, de comprendre vraiment la logique de ce qu'ils ont fait. Et vous voulez apprendre tout ça et le faire et essayer de le faire mieux. Très clair, Nico. Alors, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, sur la notion de ce qui ne marchait pas hier peut marcher aujourd'hui. Oui, Est-ce que tu aurais un exemple concret à partager avec nous? bien entendu. Et puis le deuxième, c'est KPI. Je serais curieux de savoir comment est-ce qu'on mesure l'efficience d'un CMO et comment un CMO mesure l'efficience de ses équipes côté PM, côté branding, etc., etc. J'ai un très bon exemple. Donc, il y a 2 ans, on travaillait sur une recherche pour des développeurs. Donc, en fait, c'était un questionnaire qu'on voulait envoyer à des développeurs. Et l'objectif, donc ça, c'était à ma période à HackerRank, et l'objectif était d'avoir 70 000 réponses à ce questionnaire pour être capable de délivrer un microsite, un research report, pour le partager avec la communauté. Pour vous donner une idée, 70 000 ont été une petite start-up, mais c'était le plus haut qui existait dans l'industrie, en fait. C'est une société qui s'appelle Stack Overflow, qui fait ça chaque année, et ils ont le plus gros questionnaire survey de la planète, qui était 70 000. Et une personne de mon équipe est venue, et le designer, elle écoutera d'ailleurs peut-être, parce qu'elle parle français, et elle est venue, elle m'a dit, j'aimerais faire, très jeune, elle a dit, j'aimerais faire une expérience sur Instagram. Et là, toute l'équipe marketing qui était quand même très jeune, on la regarde pas en rigolant, mais en disant bah, Instagram, really. Et avec cette culture, et j'avoue, j'étais le premier en disant bon, Instagram, ça va rien donner, ça. Je dis mais il n'y a pas de problème. Elle a fondé son idée. On lui a donné un peu d'argent et j'ai dit écoute, fais bien la segmentation, fais bien le targeting. De nouveau, regarde ce que les autres ont fait et comment ils l'ont fait. Et elle est digital native, donc elle comprend vraiment bien ce channel qui est Instagram. Et elle a compris comment faire des stories, comment écrire et comment faire les images. Il y a toute une science de ça. Tu sais, tout ne se fait pas au hasard. Et connaissant bien et réfléchissant à son expérience, elle est devenue la première source pour nos questionnaires. Et l'année d'après, on a complètement flip, où Instagram était une de nos priorités numéro une en pensant à travailler sur ce projet. Tout ça pour vous expliquer que les choses changent très, très rapidement. Et cette compréhension de chaque channel, social, email et tout ça, est fascinante aujourd'hui. Quelles sont les principales métriques que tu regardes en priorité? Oui. Alors, chacun évidemment a les siennes, mais les thèmes que tu vas retrouver, tu vas retrouver 3 grands thèmes. Tu vas trouver un thème de comment je mesure la marque, la brand de la société. Et là, il y a une métrique très précise qui s'appelle Share of Voice. Je n'ai pas la traduction. Donc, Share of Voice. Et il y a des outils, des technos qui existent pour ça. Quel est le concept de Share of Voice? C'est assez simple, en fait. C'est tu décides des concurrents face à qui tu veux te mesurer. Et par rapport à ça, il y a des logiciels qui vont être capables de te dire le nombre de fois où tu apparais dans un article de presse versus un de tes concurrents. Et quand tu apparais, tu as un point et ton concurrent a un point. Et donc, tu travailles sur un pourcentage. D'accord? Et ce pourcentage, tu le mesures tous les semestres. Donc, tu vas regarder les pays, les 5 pays ou 10 pays où tu vends le plus. Et si c'est juste 2 pays, c'est très bien. Nous, en ce moment, on mesure sur 2 pays et c'est très bien. Ça, c'est un point. Le deuxième point, pour être sûr sur la qualité, tu as capacité de limiter au nombre de viewers sur le site web que tu targetes. Donc, tu es capable de dire, hey, je suis en Angleterre et aux États-Unis, pour tout site web qui a au moins 10 000 personnes qui le visitent tous les mois. OK? Donc, ça, c'est une. Et tu vas regarder ça, ou tu vas être capable de regarder ce que font tes concurrents, de voir comment tu te positionnes par rapport à eux et regarder les thèmes qu'ils développent qui leur permettent de monter, principalement, pas de descendre, de monter principalement dans leur share of voice. Donc, c'est vraiment bien pour te mesurer. C'est tangible. Donc, tu peux vraiment avoir une discussion avec le board. La deuxième, il faut une métrique de revenus. Là, la plupart du temps, donc, tu as 2 options. Soit tu fais le revenu, soit tu fais le pipeline. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui est le plus important, je pense que le mieux, c'est de faire le pipeline, entre parenthèses. Si les personnes ont des questions après, ils peuvent me taguer directement et je leur expliquerai one pourquoi. Le plus important là,
c'est d'être aligné avec les équipes de vente et le leader des ventes. Donc, l'idée, ce n'est pas « Ah, je suis marketing, je me mets une métrique tout seul, je suis content et je reporte sur cette métrique. » C'est non, non, je mets une définition en place, j'en discute avec mon partenaire du côté des équipes de vente, donc le CRO, le SVP of Sales. Je lui explique la logique de comment j'aimerais mesurer ça et je veux son sign-off. Je veux être d'accord avec lui et je veux d'accord. La règle est, je ne vais pas dire que la définition n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de se mettre d'accord sur la définition. Et à partir de là, tu regardes comment ça se passait avant, et quel était le pourcentage de pipeline que tu as amené. Et quand tu vas travailler en partnership avec ton head of sales, tu vas te mettre d'accord sur le pourcentage de combien tu vas ramener au pipe. Et ça met des relations vraiment parfaites, je pense, entre les deux équipes. Les stages du pipeline. Donc, toi, tu es B2B entreprise. Quels Exact. sont les stages que tu recommandes dans le pipeline? Alors, il existe des standards qui ont été développés par une société qui s'appelle Serious Decision. Ça s'appelle Demand Waterfall. On pourra le taguer en commentaire en dessous. Donc, ce que tu veux, c'est en stage de pipeline, tu as évidemment, on va commencer à la fin, closed won, ça veut dire que tu as gagné le deal. Juste avant, tu as un concept qui s'appelle SQL, Sales Qualified Leads. Big picture, ça veut dire que les personnes ont un budget ou qu'ils ont un projet pour le bien que tu vends. Et avant, tu as SAL, Sales Accepted Leads, que tu pourrais traduire par un meeting de découverte, c'est-à-dire que le premier meeting a eu lieu, la personne est venue, c'est très important, la personne est venue au meeting et on a eu une première discussion sur le produit en question. Ce que tu veux, si tu prends ces 3 stages, et il y en a plus derrière, mais si tu prends ces 3 stages et qu'on simplifie le plus possible, tu veux mesurer marketing sur SQL, Sales Qualified Leads. Et quels que soient les business dans le monde B2B, tu vas retrouver que la conversion, parce que j'ai travaillé sur assez de business et j'ai supporté cette société pour en arriver là, c'est la conversion de SQL à gagner, à deal gagné, de closed won, c'est entre 20 et 25%, des fois 30, mais quoi que tu fasses, c'est toujours ça, c'est 20-25%. Et donc, ce que tu veux faire, c'est quand tu travailles de pair avec les équipes opérations côté des ventes, c'est faire ce qui s'appelle un demand waterfall, un funnel inversé, où tu vas prendre en considération en première donnée tout le revenu, le new business que tu dois faire pour l'année, le cycle de vente, 1 mois, 3 mois, 6 mois, et la taille moyenne d'un deal, 5K, 10K, 50K, 100K. Et donc, tu vas calculer dans l'autre sens, en prenant tout ça en considération de manière assez simple, combien de SQL l'équipe marketing va devoir livrer tous les trimestres. Tu vas prendre ce chiffre et tu vas le démultiplier. Donc, la personne qui est en charge des événements va avoir un petit chiffre de ce total de SQL qui sera que des événements. La personne qui est en charge du site web aura également un petit chiffre qui sera le site web. Et tout ça va se cumuler et tout le monde va être mesuré exactement sur le même sujet. Le troisième point, ça va sembler un peu tactique, mais c'est assez important au début, c'est de mesurer le niveau d'engagement de votre base de données, reach and engagement. Et donc, ce que tu vas faire au début, c'est un truc aussi très, très simple, c'est de mesurer ton open rate, donc ton email open, par trimestre. Et donc, tu vas regarder le nombre total d'emails que tu as envoyé, quel est ton open rate, quel est ton unsubscribe rate, c'est-à-dire les personnes qui disent « écoutez, on ne veut plus rien avoir de vous », et ton click-through. Et au début, tu veux juste mesurer cette open rate. Quoi que tu fasses, normalement, tu as déjà l'information sur les quarters, sur les trimestres passés, donc tu vas avoir cette information. Et ton objectif au début, c'est juste d'améliorer ça de trimestre en trimestre. D'accord? Il existe des benchmarks et bien entendu, tu voudrais être, si c'est un prospect, dans les 20-25%. Si c'est un client, tu voudrais être plus dans les 35-40% sur ce sujet-là. Mais je dirais au début, quand tu commences, ce n'est pas très, très important. Ce que tu veux, c'est regarder ce que tu as fait et comment tu peux l'améliorer de trimestre en trimestre. Et tout d'un coup, il y a des choses incroyables qui vont se passer. La première chose, c'est que la personne du côté opérationnel va améliorer tout ce qui est targeting and segmentation, va commencer à réfléchir en disant « Waouh, mais à qui on veut envoyer cet email? À quelle persona? Où est-ce que les gens sont dans le cycle de vente ?» Ces 3 dimensions sont entre share of voice, pipeline creation avec les SQL
et OpenRate sont un très bon début. Super. Alors, pour supporter cette machine, Oui. tu as un tech stack. Est-ce que tu peux nous Oui. dire, dans les grandes lignes, les différentes couches du marketing tech stack? Et puis, évidemment, aujourd'hui, quels sont les acteurs gros et petits par lesquels tu es plutôt impressionné? Ouais. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est la base et la fondation. C'est un outil qui est utilisé par les ventes et par le marketing. C'est un outil de CRM, donc Customer Relationship Management. Et très souvent, ce que tu vas retrouver, c'est Salesforce. D'accord? C'est un peu un standard. C'est un standard dans le sens où ils réussissent dans le marketing, tout plug sur Salesforce. Et tu vas avoir cette intégration, d'accord, tout le temps. Du moins, en résumé, tu ne peux pas acheter quelque chose qui ne s'intègre pas. C'est tellement complexe. Ça doit s'intégrer. Donc, au cœur, tu vas avoir un outil de CRM. Et la plupart du temps, le marketing n'est pas décisionnaire pour ça. Et c'est les ventes qui ont acheté Salesforce. La deuxième étape, et le deuxième layer, c'est un outil de marketing automation. OK? C'est ce qui va te permettre de gérer ta base de données marketing. Très souvent, c'est une copie complète en fait des outils, des informations qui sont dans l'outil de CRM, donc dans Salesforce. Et là, tu as plusieurs possibilités selon là où tu en es. Soit tu restes tout Salesforce et tu vas partir sur quelque chose qui s'appelle Pardot, P-A-R-D-O-T. C'est bien pour commencer. Ou tu as un produit concurrent qui s'appelle HubSpot, H-U-B-S-P-O-T, que les gens utilisent. Des fois, les gens utilisent d'ailleurs un outil CRM HubSpot. Je crois que ça marche, j'ai jamais utilisé. Je crois que ça marche pas trop mal. C'est très user-friendly, très simple, mais c'est le minimum, c'est ça, quoi. Ça, c'est must-have. Si tu n'as pas ça, je sais que ça a un coût, mais le coût de ne pas l'avoir, du moins, c'est, je sais pas, je pense que c'est un no-brainer, en fait. Après, si tu deviens plus complexe et ton équipe devient plus avancée, mais au début, il n'y a pas vraiment besoin de faire ça, mais si ton équipe devient plus avancée, l'outil de marketing automation où les gens vont aller, c'est Marketo. M-A-R-K-E-T-O. Donc, première étape, CRM. Deuxième étape, marketing automation. Et après, se pose beaucoup plus de questions de là où tu dois investir ou là où tu ne dois pas investir. Donc, le premier sujet, c'est dans le marketing, il y a tellement de soft à acheter. Du moins, tu peux acheter, je sais pas, il y a 5000 vendeurs, je crois, 3000 vendeurs, il y a tellement de vendeurs. Tu pourrais faire ça toute la journée. Donc, la première chose, c'est quand tu décides d'acheter un software, ça doit résoudre une de deux choses. Soit ça va améliorer ta productivité, soit ça va impacter ton revenu. Il faut juste se poser la question avant de regarder le nouveau Shiny Object et New Tools qu'on va implémenter, si on va résoudre pour ces deux choses-là. Et la chose qui est très, très importante, moi j'ai géré tout ce qui est marketing opération à LinkedIn, et quand c'était assez gros, donc vous imaginez, j'avais tous les jours quelqu'un qui venait avec un nouvel outil magnifique qu'il fallait acheter, c'est la measure of success, c'est l'utilisation. Okay? Les gens, c'est dans tout, hein, mais c'est toujours le même sujet. C'est ah oui, je l'ai acheté. Ben, OK, mais ça, c'est assez irrelevant. C'est est-ce qu'on est en train de l'utiliser et est-ce que j'ai quelqu'un qui va être capable de l'administrer? OK. Donc, c'est très clair que quand tu investis dans une technologie, c'est de revenir vers la personne qui a fait cette demande de budget, soit au CEO directement, soit au CMO, en disant bon, bah, OK, et on fait un point dans un mois sur le niveau d'utilisation et le fait que ça marche, quoi. Donc, les premiers sujets sur lesquels les gens vont investir très rapidement, c'est une plateforme de webinar très nécessaire en ce moment. Comme vous pouvez l'imaginer, tout est passé dans le monde digital au niveau des événements. J'inviterai d'ailleurs, pour rester 2 minutes sur ce sujet, pour cette année, je pense, tout ce qui est meeting en personne, même s'il y a de l'espoir que peut-être ça arrivera, je vous inviterai à ne pas y penser et à vraiment mettre toute votre énergie sur tout ce qui est webinar, sur votre plan et garder dans votre back pocket la possibilité de faire des événements en personne, mais ne planifiez pas ça. Réfléchissez vraiment à cette expérience en ligne. Aujourd'hui, il y a énormément de contenu et de gens qui ont fait beaucoup d'expériences de comment le faire le mieux possible et la qualité des webinars a augmenté d'une manière incroyable, que ce soit sur la qualité des présentations, les agendas, les formats, le niveau d'interactivité, c'est phénoménal. Donc, réfléchissez à ça. Ce que les gens font, nous on utilise une plateforme qui s'appelle ON24. Il y en a une autre qui s'appelle Big Marker, je crois, en Europe. Il y en a une troisième. Bon, il y en a plein. En résumé, elles font toutes la même chose, je crois, à peu près. Mais c'est un investissement qui est un peu un must-have, je pense, en Next, tout ce qui est webinar. Après, il y a une autre direction qui est
tout ce qui est data augmentation. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir un certain niveau de données, mais après, très souvent, il est intéressant de savoir, ah, mais pour cette société, est-ce que je suis capable d'avoir le nombre d'employés, d'avoir directement l'industrie alors que je ne l'ai pas demandé? Est-ce que je vais être capable de connaître leur tech stack qui est connecté à ce que je vends? Et tout ce type de choses. Là, il faut travailler avec les équipes de vente parce que très souvent, ce qu'on voit au début, c'est les équipes de vente achètent un software, les équipes marketing en achètent un autre, ça n'a pas de sens. Il faut que les deux parlent ensemble quand ils font ce type d'investissement. Très souvent, marketing a plus d'argent que les ventes. Donc, il y a un peu de leverage ici en disant, attendez les gars, on va bosser ensemble et on va le faire sur ça. C'est très, très important puisque ça va permettre toute la qualification et la compréhension du buyer pour être sûr que les équipes de vente ne passent pas du temps avec les mauvaises personnes et avec les bonnes personnes par rapport au scoring que vous aurez fait. Quel est le vendor que tu recommandes là, sur ce besoin? Il y en a tellement. Il y a DataFox qui a été racheté par Oracle. Il y a ZoomInfo Qui vient d'être public. qui vient d'aller public exactement il y a 10 jours en plus, je crois. Il y a ZoomInfo qui est pas mal. Il y a Clearbit, Clearbit. Ouais. Sur les marchés américains, donc il y a des tricks. Déjà, c'est le coverage qu'ils ont. Donc déjà, sur Small and Medium Business, SMB, le coverage est très souvent très mauvais. Ça, il faut le savoir. Donc, si vous vendez que en SMB, réfléchissez à 2 fois avant d'investir dans ce type de solution parce que ce que vous allez devoir faire à la place, c'est plutôt travailler sur vos forms, sur votre website pour capturer ce type de données. Très souvent, le coverage est mauvais. L'autre sujet, si vous vendez exclusivement en Europe, peut-être que je ne suis pas un expert, mais peut-être que vous allez devoir regarder par pays, selon les pays que vous avez, parce que les vendeurs américains n'ont pas toujours un bon match sur la France. Super clair. Nicolas, d'autres briques technologiques? Non, après c'est par rapport à vos priorités. Donc, je pense que j'ai couvert les briques principales. À moins que tu penses que j'ai oublié quelque chose, c'était quelque chose à la tête, mais non, okay. non, chat. Il y aura chat, donc ça, c'est très à la mode. Tester le chat. Les gens veulent avoir cette relation directe. La manière, c'est la seule que je rajouterais. Le chat n'est pas seulement pour gérer du pipeline, c'est aussi incroyable pour la relation client et la satisfaction client. Les gens apprécient énormément quand ils sont capables de rentrer dans un chat, d'être qualifiés. Et si vous arrivez à comprendre que c'est un client et résoudre leurs problèmes, je ne vais pas dire que c'est un client à vie, mais l'expérience est incroyable. La chose à laquelle il faut faire très, très attention, il y a beaucoup de phishing par chat. Donc, ne jamais révéler quelque information que ce soit à propos de vos clients à travers le chat. Donc, faire très, très attention à éduquer les équipes en interne. Très souvent, les gens qui vont gérer les chats, vous allez donner ça à des SDR, à des BDR, vous allez leur dire, allez, amuse-toi et fais des expériences. OK, on fait des expériences, mais la confidentialité est extrêmement importante car il est très, très facile de se faire prendre au piège et de commencer à donner des informations via chat en pensant qu'on parle à un client alors qu'on ne parle pas à un client. Donc, soyez très, très important sur le training, sur tout ce qui est confidentialité. Côté techno, tu recommandes? Là-dessus, il y a alors ceux qui marchent super bien en ce moment, c'est Drift, D-R-I-F-T. Vous allez les voir à peu près partout. En plus de ça, la qualité de leur contenu sur leur blog est incroyable. Et vous allez avoir Intercom aussi, qui sont les deux qui sont beaucoup dessus. Sur le contenu, un endroit où vous devriez passer du temps, c'est le blog de HubSpot, H-U-B-S-P-O-T, j'ai déjà parlé d'eux. En résumé, ils ont réponse à toutes les questions. Quelques questions que vous posiez au niveau tactique, au niveau marketing. Il va y avoir des benchmarks, des best practices, des templates. Ils ont une équipe qui fait que ça toute la journée et c'est un peu le go-to blog quand on a des questions auxquelles on veut répondre. En guide de conclusion, si tu devais résumer la compréhension du monde marketing lorsque tu discutes avec un entrepreneur français versus la compréhension du monde marketing quand tu discutes avec un entrepreneur américain. Si tu devais caractériser la différence, tu dirais quoi? Je pense que c'est plus une différence culturelle. Et la différence culturelle qui s'applique au marketing, qui s'applique à tout, je pense, c'est que cette culture de l'expérience de je vais essayer quelque chose de pas parfait, mais je vais apprendre quelque chose, et amène une vélocité aux États-Unis qui existe moins en France. On est un peu plus cérébral, je crois, en France, ce qui est super.
mais c'est juste se libérer un petit peu en disant hey, si ça marche pas, c'est pas grave, mais je vais y aller quoi, et je vais le faire. Je pense que c'est pas spécialement au marketing, mais c'est un thème je trouve que je retrouve. C'est cet aspect de expérience vélocité versus cérébralité, perfection, qui est un gros trait culturel de notre beau pays. Un très, très, très grand merci d'avoir pris le temps de nous éduquer sur la fonction CMO et ce que cela engendre. Merci beaucoup, Nicolas. C'était un plaisir, Julien.